19h45, la barrière Info Soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 5 juillet 2023. Les membres du comité d'organisation des assises nationales sur le recadrage des interventions des ONG au Niger ont bénéficié ce matin des témoignages de satisfaction qui marquent ainsi la fin des travaux, une manière d'encourager le comité pour ses efforts, nous rapporte Asma Ousseidou sur les images de Boubacar Souley. La présente rencontre marque la cérémonie officielle de remise des témoignages de satisfaction aux personnes ayant contribué pour la réussite du recadrage des interventions des ONG au Niger, édition 2022. Cette mission ayant permis d'organiser la première édition de la Journée nationale des ONG a aussi constitué le point de départ pour l'organisation des travaux des groupes thématiques entrant dans le cadre de ces concertations historiques. Le caractère ascendant du processus que nous venons de boucler, enrichi de larges et profondes contributions enregistrées au niveau horizontal, le tout ponctué par des sessions de validation nous ont permis, en dépit de la complexité de certaines questions, de parvenir à un rapport largement reconnu comme le reflet fidèle de nos discussions. Le soutien apporté par les plus hautes autorités de notre pays lors de la tenue de ces assises, ainsi que pour la mise en œuvre des recommandations de ces grandes concertations, conforte les engagements précédemment exprimés dans le même sens par les ONG, associations de développement et les partenaires techniques et financiers. C'est donc avec le sentiment du devoir accompli que le comité d'organisation des assises pour le recadrage des interventions des ONG édition 2022 vous exprime tous ces remerciements pour l'occasion qu'il lui avait donnée de réaliser un tel exploit avec votre précieux soutien. Prenant la parole, le ministre de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire a tenu à féliciter cette brave équipe. Ce résultat, bien sûr, il est le fruit de tous les soutiens politiques au plus haut niveau que nous avons, mais il est aussi le fruit de l'engagement et de votre participation. Ce comité a travaillé nuit et jour et les résultats auxquels nous sommes parvenus, c'est d'abord vraiment leurs résultats à eux. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, au nom de l'État, au nom du gouvernement, je vous remercie. On n'est que à mi-parcours en réalité, parce que le grand travail reste à faire. C'est vraiment la mise en œuvre des différentes recommandations qui sont issues donc, de ces assises. Les bénéficiaires ne cachent pas leurs sentiments. Le travail avait été vraiment collégial avec toutes les parties prenantes, depuis le niveau région jusqu'au niveau central. Vraiment, on vous remercie et on espère qu'on va mettre en œuvre ensemble ces recommandations. Et surtout, nous voudrions qu'on mette vite en place le comité de suivi de ces recommandations, comme on l'avait dit lors de la clôture de ces assises-là. La session des ONG internationales au Niger, qui regroupe 80 ONG internationales, pour faciliter le ministère de l'Aménagement du Territoire et son Excellence le ministre, le secrétaire général et le directeur de la DONGAD, qu'ils nous ont accompagnés dans ces travaux qui pour nous a été très importants. Moi, je suis arrivée en 2018 au Niger, représentante d'une ONG internationale, et personne dans mon bureau n'était pas trop au courant de la DONGAD et de ce qu'on devait faire, du programme de mise en œuvre, etc. Tout ça a changé beaucoup et c'est grâce à l'engagement du ministère de l'aménagement du territoire et de son équipe qui a fait réellement un travail très remarquable. Enfin, les membres du comité ont réaffirmé leur engagement à participer encore plus activement à la mise en œuvre des recommandations issues de ces assises. L'Académie des arts martiaux de Niamey a servi de cadre ce matin à une assemblée générale de la Fédération des syndicats nationaux des agents
auxiliaires de l'administration publique et de l'ISPT. Il s'est agi au cours de ces échanges de porter à la connaissance des militants l'augmentation du SMIC décidée par le gouvernement. Le point avec Adam Soumana et Soumaila Abdoulaye. Les militantes et militants de la fédération regroupant les 5 syndicats nationaux des agents auxiliaires de l'administration de la fonction publique se retrouvent ainsi autour de leurs responsables syndicaux pour une assemblée générale. À l'entame de ses propos, le secrétaire général de la centrale syndicale ISPT a tenu à faire une bonne annonce aux militants. Avec l'accord du gouvernement nigérien, à la demande des organisations syndicales et leur insistance, et avec l'accord des organisations patronales, la question du rehaussement du SMIC a été acquise au Niger. Et si Dieu le veut, d'ici le 1er janvier 2024, le SMIC au Niger va passer de 30 047 à 42 000. À compter du 1er janvier 2024. Pourquoi à compter du 1er janvier 2024? C'est important que vous le sachiez. C'est pour que cela prenne en compte les auxiliaires. À Ibrahim Mohamed Sali a dû donner d'amples explications sur le délai imparti à la mise en application de cette décision. Il faut noter que le délai pris par le gouvernement permettra à l'État de revoir la grille salariale appliquée aux auxiliaires de l'administration publique pour leur prise en compte dans le cadre de cette révalorisation du dit SMIC. Car le Premier ministre, chef du gouvernement, l'a dit clairement, l'augmentation va amener le gouvernement à revoir la grille des salaires des auxiliaires. Ainsi donc, le gouvernement vient de satisfaire à une des doléances des syndicats dans le souci d'améliorer les conditions de vie des travailleurs nigériens. Hier s'est tenu à Sakora un atelier de plaidoyer pour le financement de la santé, de la reproduction, notamment sur la question de planification familiale dans le département de Tillabéri. Cette activité a été organisée par la coalition des acteurs pour le repositionnement de la planification familiale. Ismaël Moumouni. Mutualiser leur expertise en vue d'élaborer une stratégie pour la quête de financement de la santé de la reproduction en général et la planification familiale en particulier dans le département de Tillabéri. Tel est l'objectif de cet atelier. Cette activité sur la mobilisation des fonds sociaux est initiée par l'antenne régionale de la coalition des acteurs pour le repositionnement de la planification familiale. Parmi les priorités, qu'on n'oublie pas également la planification familiale. Parce que, on le sait, les défis sont énormes, les besoins sont grandissants, les ressources sont limitées. C'est un combat souvent pour repositionner certaines priorités parmi toutes les priorités. Donc c'est pour ça que nous tenons à rappeler, à être plus près de vous et mieux pour rester, pour demeurer plus près de vous. On a tenté de mettre les antennes régionales en place pour que ce que nous n'avons pas pu faire au niveau national, que eux, au niveau régional, de façon déconcentrée, puissent le faire. La coalition des acteurs pour le repositionnement de la planification familiale KPF est composée de différentes structures de la société civile œuvrant dans le domaine de la santé, de la reproduction, de la planification familiale et la scolarisation. Elle a pour but d'accompagner les efforts de l'État en matière de planification familiale, notamment le rehaussement du taux de la contraception moderne qui n'est pratiqué par seulement 11% des femmes de la région de Tillabéri. De façon globale, la pratique de la contraception n'est pas trop généralisée au Niger. Elle n'est que de 21,8% en 2011 et tourne toujours autour de ce taux. La poursuite de cet objectif contribuera à rehausser les indicateurs de performance de santé au niveau de la région, au développement du capital humain, à la capture du dividende démographique. En effet, il s'agit pour la CARPF de sensibiliser les communautés sur l'importance de la contraception moderne et la planification familiale, de mobiliser des fonds sociaux du secteur parapublic et privé
des collectivités territoriales, des ONG et de la diaspora en faveur de la PF. De plaider pour l'inscription de lignes de planification familiale dans les plans de développement communaux et régionaux. Et enfin, réfléchir sur le financement innovant à tous les niveaux. La responsable administrative de Sakwara n'a pas manqué de remercier la coalition des acteurs pour le repositionnement de la planification familiale pour cette initiative combien importante. Au niveau de Sakwara, pour la santé, c'est quelque chose de 5 millions 100 qui a été investi dans le budget, qui est dans le budget d'investissement de la commune. On le sait très bien que c'est peu. Et nous allons plaider au niveau du conseil pour qu'il y ait plus d'investissement au niveau de la santé. Et je vous dis bons travaux. À l'issue de l'atelier, les participants vont élaborer un document pertinent pour la recherche de financement de la santé de la reproduction, notamment la planification familiale dans le département de Tillabéri. Cérémonie de remise de cadeaux aux mères abonnées de Canal Plus Niger, couplée à l'inauguration d'une nouvelle boutique Canal Plus au quartier Bobiel de Niamey ce matin, et c'était en présence de plusieurs clients. Cette rencontre qui marque la fin de la promo Festival Cadeau a vu la participation de l'Ecobank Niger, un des partenaires clés de Canal Plus. Hamza Sakou, Chebou Guissou. Canal Plus Niger se fait le pari d'être plus proche des populations en diversifiant ses contenus et partager des émotions exceptionnelles. En témoigne cette cérémonie à double sens. D'une part, elle vise à récompenser les meilleurs clients qui se sont fait remarquer au cours de la promotion Festival Cadeau. Et d'autre part, inaugurer la nouvelle boutique de Canal Plus au quartier Bobiel, qui vient s'ajouter aux 6 boutiques déjà existantes dans la capitale. Depuis plus d'un mois, au Niger, nous célébrons le Festival des Cadeaux. Cette période promotionnelle qui a permis à nos abonnés de non seulement bénéficier des tarifs avantageux, mais aussi à 102 gagnants de bénéficier de divers lots, dont des abonnements à tout canal d'un an, des téléviseurs pour profiter des avantages du meilleur de contenu avec Canal+, des cartes Ecobank avec un crédit de 200 francs et des moutons pour célébrer la fête de Tabaski en toute quiétude. Aujourd'hui, ce tirage marque l'étape finale de la tombola et fera gagner 11 nouveaux gagnants, parmi lesquels l'on aura une télévision écran de 115 pouces, une carte prépayée Ecobank d'1 million de francs CFA et plein d'autres lots. En résumé, pendant 45 jours, c'est un gagnant par jour d'un abonnement à tout canal, un gagnant de moutons par jour, et plusieurs d'entre eux des gagnants de Niamey et de l'intérieur du pays. Cette journée est également marquée par l'inauguration de la toute nouvelle boutique de Bobiel, une boutique rénovée pour faire vivre à nos abonnés une expérience client inédite. Il s'agit d'un cadre pensé et organisé, rien que pour le client, afin qu'il soit pris en charge avec la meilleure des qualités de service. Après avoir salué la qualité de leur partenariat avec Canal Plus Niger, Ecobank Niger saisit l'occasion pour expliquer son application mobile. Depuis 2-3 mois, on a lancé l'application Canal là-dessus. Et cette application, comme on le dit, ça rend la vie plus facile pour les clients. Et l'avantage qu'on a sur cette application, vous pouvez l'avoir sans autant ne pas être client d'Ecobank. N'importe qui peut télécharger l'application sur Play Store, sur Apple Store, et automatiquement vous pouvez vous-même vous faire l'auto-enrôlement. Et vous pouvez recharger le compte n'importe où. On a quand même plus de 1100 points express des RRS au niveau desquels vous pouvez ravitailler le compte. C'est-à-dire aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de vous déplacer pour aller chercher, je sais pas, des ceintures de valeur pour prendre l'abonnement. Si vous avez un compte à Ecobank, à minuit, à n'importe quelle heure, vous pouvez le faire. Une visite dans les locaux de la nouvelle boutique pour découvrir les meilleurs produits de Canal Plus a marqué la fin de cette cérémonie. Du sport dans cette édition, le MENA I-23 n'a pas réussi à arracher le ticket qualificatif pour les JO Paris 2024. Retour sur le bilan du MENA I-23 à travers le témoignage de certains acteurs ayant effectué le déplacement au Maroc. C'est avec le micro d'Ibrahim Tikiri.
Un match nul contre l'Égypte, une victoire 1-0 contre le Gabon, une défaite contre le Mali 2-0. Tel est le bilan de la participation, la toute première du Niger à la CAN 2023 au Maroc. En foulant le sol marocain, l'équipe nigérienne avait un seul objectif dans son viseur, figurer parmi le tiercé gagnant du tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Mais le rêve s'est brisé à la grande déception du peuple nigérien, dont certains supporters qui étaient de la randonnée marocaine. C'est pas pour critiquer X ou Y, mais je crois bien que notre attaque n'a pas pu répondre. Et c'est la défense qui a fait presque tout le jeu. Il y a des regrets. On devait quand même passer ce cap-là. Il y en avait largement les moyens, même si on a senti au cours de la compétition que certains joueurs ne répondaient pas. Et quand on doit parler de bilan, ça va, 4 points. En tout cas, on n'est pas dernier. Mais au bout, il y a des regrets. Vraiment, on a amené une bonne équipe. Vraiment, c'est une très bonne équipe. Nous a manqué quelque chose côté coaching et même côté joueur pour nous qualifier. Malheureusement, on est éliminé. La première des choses peut-être que je dirais, c'est de se féliciter de ce parcours-là. Parce que quoi qu'on dise, c'est l'une des compétitions dont le format est encore beaucoup plus restreint. 8 pays sur 54, être là, c'est déjà une fierté. Deuxième motif de satisfaction, je dirais, c'est véritablement un groupe qui vit, un groupe qui a envie, un groupe qui regorge de talent. Et je pense que ce n'est pas pour rien qu'on parle de cette catégorie en évoquant le terme espoir. Ça veut dire que ça permet une transition vers une construction future et vers des perspectives meilleures. Donc ils sont à saluer. On doit vraiment se dire qu'on n'a pas du tout été ridicule. On a fait ce qu'on a pu, on a quitté la compétition les armes à la main, pas par manque d'envie, mais juste par rapport à certains éléments qui méritent en tout cas d'attirer notre attention. C'est en cela que je pense que pour progresser, il faudrait qu'on tire les enseignements. Chacun à son niveau et que chacun s'en approprie pour pouvoir construire un futur véritable pour notre football. Malgré son élimination prématurée, le MENA U23 a créé un engouement patriotique. Le premier capitaine du MENA, le président de la République, Mohamed Bazoum, a montré la voie à suivre à travers un message d'encouragement au poulain de Zakariaou Ibrahim. Deuxième aspect, c'est au niveau de l'encadrement technique. Se dire qu'on peut mieux faire, en ce sens qu'il faudra penser, en tout cas à renforcer les capacités de nos techniciens. Parce qu'aujourd'hui, il faut s'approprier ce qui se fait au niveau du standard international. Maintenant, à l'endroit de l'État et des autres partenaires, en tout cas du sport, nous avons tous été témoins de ce que cela a suscité comme engouement autour de cette équipe. La fierté patriotique a été exacerbée, en tout cas à son paroxysme, et ça montre encore le pouvoir que le sport peut apporter. Et se convaincre que si on veut se battre au niveau des autres, il faudrait que nous ayons le minimum de standards. Donc c'est pour cela qu'il va falloir encore continuer à injecter des moyens, à injecter, en tout cas à donner l'attention nécessaire pour que nous puissions construire en tout cas des sportifs aguerris et qui pourront relever les défis à la hauteur de nos attentes. La fin du parcours du MENA U23 au Maroc a été riche en enseignements. Il appartiendra désormais à chaque acteur de jouer sa partition avec efficacité pour les prochaines échéances. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager avec le... Il faut continuer. Il faut continuer le travail avec l'équipe qu'on a là. Et je suis sûr, un jour on ira loin. Zankaiwo wallahi irwo mai na bero daino irgodi. Aiga ceyan tonandi irgin boraido zankaiwo de condition gon karra igi dan condition emi dan condition ora kangana irmu du relève agi bisigir kulu irmu sambune irmu katane irmu chandine ir suddu équipe kan irga ba matakan bor kulki kate da asizan kaiwo bai. Avec cette participation honorable à la CAN U23, le football nigérien poursuit sa progression dans la durabilité.
Place à présent à notre rubrique hebdomadaire, la chronique juridique qui traite aujourd'hui de la police administrative et la police judiciaire, un sujet qui est abordé par Maître Alfred Koubagé, juriste, président Raza Presse DH. Très bonne réception à vous. Nous allons parler de la police administrative et de la police judiciaire. C'est deux notions que les citoyens n'arrivent pas à différencier très souvent. Les deux notions, vous allez le voir, sont différentes en ce sens qu'elles n'ont pas le même objet et elles n'ont pas les mêmes auteurs et les mêmes autorités. Alors, s'agissant de la police administrative, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement cette procédure qui permet à des autorités civiles de prendre des décisions dans le sens de la réglementation au sein de la société ou pour faire asseoir l'ordre dans la société. Et la police administrative, de par sa vocation, a pour objet d'assurer le bon ordre de la société, d'assurer la moralité publique, d'assurer la tranquillité publique et d'assurer la salubrité publique. Moralité publique, l'ordre public, sécurité publique et salubrité publique. Quand je prends le volet de la salubrité publique, quand vous prenez les autorités communales, le maire par exemple, le maire est une autorité de police administrative. Les décisions que prennent les maires sont là pour assurer la salubrité publique, l'hygiène publique par exemple. Quand on interdit de verser les ordures sur chaque coin de rue, une décision prise de cette manière par un maire est une décision de police administrative. Quand on interdit certaines pratiques au nom des valeurs culturelles, c'est pour assurer la moralité publique par exemple. Donc tout ce qui tourne autour de la moralité publique, de la sécurité publique, vous avez également la police de la circulation par exemple. La police, le maire peut édicter des règles. Récemment, vous avez assisté à l'obligation du port, la ceinture. C'est une police, par exemple, une décision de police administrative qui a été prise dans le sens d'assurer la sécurité des citoyens en ce qui concerne la circulation routière. Et donc, c'est autant de décisions. Donc, nous avons plusieurs catégories d'autorités de police administrative. Le président de la République est une autorité de police administrative. Le préfet, le gouverneur, les maires sont des autorités de police administrative dans le sens où elles peuvent prendre des décisions, elles peuvent prendre des réglementations dans le sens d'organiser la vie en société, dans le sens d'assurer la moralité publique, dans le sens d'assurer la sécurité publique, la salubrité publique, etc. Voilà les autorités de police administrative et leur fonction ou leur rôle. Maintenant, qu'en est-il de la police judiciaire? La police judiciaire, elle, à contrario de la police administrative, elle vise à rechercher les auteurs des infractions et les déférer devant les autorités judiciaires. La police administrative, elle vise à prendre des mesures pour assurer la salubrité publique, par exemple. Faire en sorte que la ville soit propre. Alors que dans la police judiciaire, ce sont des autorités qui peuvent, ou bien c'est une procédure qui permet à ce que les auteurs, ou bien les auteurs des infractions soient recherchés, soient traduits, ces auteurs, devant les autorités judiciaires,
et qu'elles soient jugées selon ce qu'elles ont commis comme infraction. Vous voyez, c'est deux polices différentes. Parce que la police judiciaire agit sous un mandat. Quand aujourd'hui il y a une infraction qui est déclarée, il y a un certain nombre d'autorités, les officiers de police judiciaire, qui sont compétents pour agir, mener l'enquête pour déterminer la responsabilité des citoyens. Qui a commis quoi, qui a fait quoi. Mais pour ça, il faut une procédure. Et une fois que l'information est passée, vous savez, par exemple, le procureur de la République, garant de la préservation ou bien gardien des libertés publiques, il agit au nom de la société. Quand il apprend un fait, il est au courant d'un fait, il peut se saisir lui-même et puis engager des poursuites, faire diligenter des enquêtes, instruire des officiers de police pour pouvoir mener l'enquête. Mais une fois que l'enquête est faite et qu'on a situé les responsabilités, on va traduire ces personnes devant qui de droit afin qu'elles soient jugées conformément à la loi. Donc tout ce processus de l'enquête jusqu'à la sanction est inclus dans cette police judiciaire qui permet à ce que les auteurs des violations à la loi soient recherchés et traduits et être sanctionnés conformément à la loi, à la différence de la police administrative. Maintenant ici, les autorités de police judiciaire, vous avez par exemple les procureurs, souvent même les gouverneurs peuvent avoir ce mandat pour coordonner cette action de police judiciaire. Donc ici, il convient tout simplement de préciser que ces deux polices qui ont deux rôles différents. L'autre, elle vise uniquement à asseoir l'ordre public, la sécurité publique. La sécurité aussi à une certaine échelle. Quand vous prenez par exemple le maire qui prend une décision pour interdire la circulation à partir d'une certaine heure dans son entité, c'est pour éviter justement peut-être que qu'il y ait la commission de certaines infractions ou bien que les citoyens ne soient pas victimes de certains faits. Ça, c'est par exemple pour assurer la sécurité. Quand on interdit certains types de jeux, récemment, vous avez vu l'interdiction des chichas, des choses comme ça. Donc, tout ça, ce sont des décisions qui visent à protéger. Ça n'est pas de l'émanation des autorités de police judiciaire. Ces interdictions sont de l'émanation des autorités administratives. Maintenant, les autorités de police judiciaire, elles interviennent quand l'infraction est commise. Les deux aussi ont un temps d'action. Les autorités de police judiciaire interviennent quand l'infraction est commise. En ce sens, elles se mettent en mouvement pour rechercher et traduire. Alors que les autres autorités administratives, elles sont permanentes, elles sont là, elles agissent, elles réglementent, elles prennent des décisions. C'est quand ces décisions sont violées cette fois-ci que l'autorité de police judiciaire se met en mouvement. Donc, voilà toute la différence entre les deux autorités. Les autorités de police administrative et les autorités de police judiciaire. Et comme je l'ai dit, les autorités de police administrative, c'est du sommet jusqu'en bas. C'est-à-dire du chef de l'État, hein, jusqu'au niveau inférieur, qui exerce ce pouvoir de réglementation. Parce que chacun, à sa manière, prend une décision. Le chef de l'État peut prendre un décret, par exemple. Les ministres peuvent prendre des arrêtés dans leur domaine pour essayer de réglementer. Vous avez aussi une autorité de police spéciale. Il y a les autorités de police générale, mais vous avez des autorités de police spéciales. Par exemple, quand nous prenons l'exemple de la police de la circulation, ça c'est une police pour la circulation, pour réglementer la circulation. En France, par exemple, ici nous ne l'avons pas, la police des chemins de fer. C'est une autorité qui est compétente uniquement pour réglementer les chemins de fer. Donc ici, vous avez en face une autorité de police spéciale. De l'autre côté, vous avez une autorité de police générale qui intervient pour réglementer un peu partout. Mais au sein même de cette généralité, vous avez des autorités qui ont reçu mandat ou pouvoir pour agir dans un secteur déterminé. On peut par exemple prendre une autorité de police des loisirs par exemple.
tout ce qui concerne le loisir, tout ce qui concerne les jeux, sont du ressort de cette autorité de police. Et c'est elle qui assure la réglementation. Ouais. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire sur la différence ou les domaines d'intervention des deux types de police. Police administrative et police judiciaire.